Leca, vous êtes responsable d'ATS Connect, un groupe familial basé au Creusot, qui va être notre expert pour cette séquence. Vous allez nous en dire un tout petit peu plus sur votre entreprise. Et puis Alain Rousselot-Paillet, vous êtes Category Manager au sein du groupe Schneider Équipement Industriel pour l'Europe, entreprise industrielle qui doit donc témoigner dans le cadre de cette séquence. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter vos structures. Donc, à Je vous. commence. Donc, enchanté, bonjour à tous. Donc, Jordan Leca, moi je suis responsable d'ATS Connect. Donc, ATS Connect, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle ATS. C'est une entreprise familiale qui a été créée au Creusot il y a un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, on a un développement qui est plus européen et bientôt au-delà de l'Europe. On a 4 sites en Europe. Donc, il y a la Bourgogne, il y a le Creusot, Dijon. On est à Nantes aussi, au Portugal et à Barcelone. Et donc, les 4 divisions ATS, pour les présenter très rapidement, historiquement, on fait des études dans l'ingénierie. Alors, ça peut être de la mécanique, de la tuyauterie et aussi de la réalisation de moyens de production. Donc, on va parler de machines spéciales, de lignes d'assemblage à faible ou moyenne cadence. Et depuis 10 ans, donc on parle beaucoup de cette industrie 4.0, industrie du futur. Alors, il y a plein de termes et d'acronymes. L'idée, c'est que nous, on a essayé de s'y préparer au mieux. C'est pour ça qu'il y a 2 nouvelles divisions qui se sont créées chez ATS. ATS Digital, qui est dédié à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, globalement tout ce qui va être autour du jumeau numérique et du 3D. Et ATS Connect, que je vais vous présenter juste après avec quelques slides. Voilà en quelques mots. Très bien, donc je vais prendre la suite. Donc Alain Rousselot-Paillet, donc je suis catégorie manager sur les moyens industriels au niveau du groupe Schneider Electric. Donc groupe Schneider Electric, je pense que vous en connaissez peut-être un peu quand même. Donc c'est un groupe français, je tiens à le préciser quand même, au cas où, et donc qui est un groupe mondial en fait, donc à peu près 160 000 salariés à travers le monde. Et un grand nombre d'usines. Pour ce qui me concerne, donc mon périmètre, moi, c'est un périmètre d'achat. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qu'on appelle les achats d'indirect procurement. Donc sur les moyens industriels, on couvre l'ensemble de l'Europe, puisque j'ai en charge l'ensemble de l'Europe, et notamment sur l'Europe, on a à peu près 70 usines. Bon, ça change régulièrement quand même, mais grosso modo, c'est 70 usines, à peu près sur l'ensemble donc des pays européens. D'accord ? On couvre quasiment toute l'Europe là où on est présent. Alors, partie usine que je couvre au niveau des moyens industriels. Donc, les usines, c'est essentiellement pour des raisons d'achat, d'assemblage de moyens de lignes automatiques ou pas automatiques. On va le voir juste derrière avec la présentation de Jordan. Qui travaillent surtout, qui ont surtout des besoins de nouveaux moyens pour des problèmes de productivité, pour des problèmes d'obsolescence et aussi pour des problèmes de capacité, puisqu'il faut qu'on honore bien sûr les commandes de nos clients. Et puis l'autre gros client qu'il y a chez nous en interne, c'est ce qu'on appelle les business units. Les business units, comme le nom l'indique, ce sont donc des divisions en fait qui vont donc inventer les nouveaux produits, créer les nouvelles offres, et donc on est obligé de les industrialiser et donc de créer des nouveaux équipements industriels. Donc le scope est très large et notre couverture est quand même effectivement très très importante. Je précise aussi, parce qu'on parle de moyens d'assemblage d'équipements industriels, l'équipement industriel c'est très vaste. Donc chez nous on utilise beaucoup les lignes d'assemblage, on utilise beaucoup les intégrateurs. Sur des lignes semi-manuelles, automatiques ou full auto, comme on nous dit dans notre langage, mais on a aussi toutes les technologies, c'est-à-dire l'assemblage classique par rapport à des produits comme les nôtres, petits disjoncteurs ou plus gros matériel, bien évidemment. Et puis aussi toute la partie, par exemple, électronique, électrotechnique, des équipements aussi de transformation de matière, notamment des presses à injecter, des presses à découper, puisqu'on n'est pas très loin ici de certains bassins industriels, notamment ici en BFC, en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire une description parce que je pourrais prendre du temps pour pouvoir vous expliquer tout le groupe Schneider Electric à travers l'Europe. Ce n'est pas le but. Donc en tout cas, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Et on va comprendre effectivement tout à l'heure voilà, de quelle manière les objets connectés entrent dans cet univers industriel que vous connaissez très bien. Jordan Leca, pourquoi est-ce que ATS s'est intéressé de près aux IoT? Alors ça, c'est ATS Connect. Alors, je vous propose de prendre un peu de recul sur ce monde 4.0 industriel. Premièrement, sur le contexte global, on est dans un monde qui est de plus en plus connecté. Alors, vous êtes au courant, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, avec son smartphone, on peut piloter son chauffage, ses clims, bientôt sa voiture, son portail, etc., etc. Je reviens, je suis allé un peu vite, ça a tout à défiler d'un coup, je crois.
Hop, on est donc dans ce monde connecté. Et on est dans ce monde connecté bien souvent dans le monde perso, mais quand on arrive dans l'entreprise, dans l'usine, on revient dans un monde qui est moins connecté. Et alors ça défile tout seul, je suis désolé, je vais essayer de le faire petit à petit. On arrive dans un monde qui est moins connecté et ça va devenir problématique dans le futur pour vos recrutements, mais j'en reviendrai juste après là-dessus. Deuxième point, on est dans un monde qui est aussi de plus en plus durable. Alors, qui a tendance, et la tendance est d'aller vers ce monde de plus en plus durable. Ça veut dire quoi? Je suis désolé, ça va être embêtant, je vais essayer de le faire comme ça. Ce monde qui est de plus en plus durable, ça veut dire qu'on va devoir faire attention. Alors, ça marche aussi dans le perso, mais encore plus dans l'industrie cette fois-ci. Parce que on n'est pas les derniers pollueurs, on va dire, en tout cas. L'idée, ça va être d'aller mesurer déjà. On a très peu de connaissances finalement sur notre consommation de parc machine. Quelle machine va plus consommer? Consommation alors énergétique globale, hein, électrique, de l'air, des différents fluides. Et c'est un des axes sur lesquels on va devoir travailler. On est aussi dans un monde où le consommateur va être de plus en plus connecté. Alors on va parler du end user, hein, celui qui va consommer votre produit final. Bien souvent, il va passer une commande, alors via Internet, son smartphone ou autre. On va prendre l'exemple dans le perso d'Amazon, hein, on va tous passer notre commande Amazon. Et on va attendre, je vais essayer de laisser sur une slide parce que c'est ingérable, on va attendre d'avoir un délai, de dire si c'est 24 heures, 48 heures ou plus que 48 heures, on va commencer à se poser la question, est-ce que je ne change pas de produit? Est-ce que je n'essaye pas de trouver une autre plateforme? Alors, si elle défile tout, désolé. On va essayer de trouver une autre plateforme. Je peux peut-être essayer de mettre pause ici. Non, bon, c'est pas grave. On va essayer de trouver une autre plateforme pour avoir son produit rapidement. Et donc, si ce consommateur il est connecté, ça va évidemment dire que derrière, toute la supply chain va devoir être connectée pour pouvoir suivre. Alors, on va parler de l'usine connectée. C'est un terme assez générique, hein. Dans l'usine, il y a plusieurs divisions, plusieurs départements. Ça va commencer par la logistique, par les stocks, mais pour que les stocks soient alimentés avec les produits, il va falloir que les machines soient également connectées. Et c'est là où l'IoT est intéressante, c'est que entre le moment où le consommateur final va passer sa commande et le moment où la machine va avoir l'information, ça va quasiment être instantané. Parce que la machine va être connectée, le consommateur est connecté, et à un moment on fait le lien entre les deux. Et dans ce contexte-là, je vous laisse gérer la technique. Dans ce contexte-là, donc là ce que je vous dis, ça existe depuis 5-6 ans. ATS, on s'y est préparé, et donc on a créé une entité dans le groupe qui s'appelle ATS Connect, et qui, elle, va être dédiée à accompagner donc, les industriels sur 3 axes. Le premier, ça va être l'attractivité, et c'est certainement le plus important. On sait, on est dans ce monde connecté, donc vos futurs recrues, ça va être des sorties d'écoles d'ingénieurs ou autres, qui vont être connectés. S'ils arrivent dans l'usine et qu'ils se retrouvent 10, 15, 20 ans dans le passé, soit vous n'allez pas les garder, soit ils ne vont pas signer chez vous tout simplement. Donc ça veut dire que l'attractivité, vous êtes presque obligé de vous digitaliser aujourd'hui, d'apporter de la connectivité dans votre usine. Sinon, ça va être très compliqué de recruter. Donc c'est le premier point, vraiment l'attractivité. Le deuxième point, ça va être durable. C'est presque obligatoire aussi, j'ai envie de dire. Si vous n'allez pas mesurer vos consommations, chercher à aller faire des améliorations sur quand est-ce que ma machine va produire pour consommer moins d'énergie en journée, peut-être faire tourner la nuit ou autre. Mais le premier point d'entrée, ça va être de mesurer. J'ai l'impression que c'est sans fin ce slide, ça ne s'arrête plus. Mais vous pouvez le laisser sinon comme ça, et vous pouvez le laisser comme ça, ça me... Et donc, le deuxième point, c'était durable. Oubliez les slides. Le deuxième point, c'était vraiment durable. Et le dernier point, ça va être la performance. Parce que si vous êtes attractif, durable, mais que vous produisez à perte, vous n'allez pas être attractif longtemps non plus. Donc c'est vraiment important, c'est ces 3 axes-là sur lesquels on travaille avec nos clients. Et c'est pour ça que voilà, je me suis permis de remettre un peu de hauteur derrière toute la partie techno. Parce que c'est sûr que voilà, les industriels se posent la question, hein, on entend parler du 4.0 depuis 10-12 ans. Beaucoup de slides, beaucoup de PowerPoint et autres. Ils commencent à avoir quelques applications. Alors, tous les industriels n'ont pas le même niveau de maturité, c'est ça qui est intéressant. Mais ceux qui n'ont pas encore commencé cette transformation, alors j'ai pas une boule de cristal devant moi, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être beaucoup plus compliqué que leurs concurrents qui auront déjà fait cette transformation. Ils produiront mieux, ils auront plus de facilité à recruter des nouveaux profils, à être attractifs. Et la partie durable, je pense qu'au niveau gouvernemental, vous allez être
nous allons être industriels de plus en plus challengés pour faire des rapports de combien on consomme, comment on peut améliorer, etc., etc. C'est pour ça que c'est les 3 axes sur lesquels j'insiste. Et maintenant que ce slide est figé, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Et donc, quelles sont les applications concrètes au sein de Schneider Electric? Je vous laisse peut-être faire une intro sur le, Ouais, ou à deux le- voix. le Hein, sujet. On va partager à deux voix. Alors donc, il y a déjà des choses qui ont été dites tout à l'heure hein, sur la présentation précédente. Donc très clairement, pourquoi les objets connectés sur une ligne de production Schneider Electric? Il y a 3 sujets, on va résumer. Il y a ce qu'on appelle la sustainability. Alors excusez-moi pour l'anglicisme. La Donc, soutenabilité. Voilà, donc tout ce qui est effectivement, pour résumer, environnemental et développement durable. D'accord? Voilà, donc ça c'est important parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, au niveau de nos usines, nous sommes obligés aujourd'hui de suivre nos consommations, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, on a des objectifs très clairs de réduction de consommation à horizon 2025, à peu près, grosso modo, l'objectif fixé c'est à peu près 30%. En 2050, on devrait être quasiment sans émission de CO2 par exemple, parce que c'est un sujet quand même d'actualité aujourd'hui. Et donc ça, c'est des objectifs très clairs. Donc ça, on est obligé de le faire usine par usine. Et donc, au niveau de nos bâtiments, bien évidemment, mais aussi au niveau de nos lignes de production. Donc, sustainability, donc développement durable, environnement, performance des équipements, puisqu'aujourd'hui, comme vous savez, il faut quand même que nos équipements soient performants en termes, alors la performance globale, hein, performance au niveau, bien sûr, des TRS, des OI, donc tout ce qui est rendement de nos équipements. On parlait tout à l'heure de problématiques aussi de maintenance, pour savoir où est-ce qu'il y a les défauts sur les équipements, où il y a les pièces d'usure, où il y a les points sensibles des équipements. Donc tout ça, c'est de la data qu'on va collecter pour être beaucoup plus performant et avoir donc des bandes passantes plus importantes sur les durées de production. Et puis après, et l'autre gros sujet également, alors je déconnecte de la performance, même s'il est quand même un peu lié par rapport à ce que je viens de dire, c'est aussi toute la partie qualité des produits. Et quand je parle qualité des produits, c'est la traçabilité. C'est le end-to-end, effectivement, de nos produits. C'est-à-dire en clair, en instantané, quand on assemble chaque composant d'un produit, on doit savoir à quelle heure il est assemblé, où est-ce qu'il est assemblé, dans quelles conditions, etc. On doit avoir toute cette traçabilité, toute cette data. Ce qui évite que quand on a des problèmes de qualité, surtout c'est des produits comme les nôtres, vous savez, ce sont des produits qui ont pour objectif de protéger la personne contre le danger électrique, c'est-à-dire contre le danger de mort. Donc vous voyez bien qu'on a quand même des exigences sur nos produits, des normes, je ne vais pas revenir dans le détail, mais qui sont très très importantes. Et donc vous savez très bien que quand on a des problèmes qualité, ce qui se passait, vous voyez quelquefois sur l'automobile par exemple, on a un problème qualité sur un lot, on va rappeler, je caricature, hein, mais on va rappeler, admettons, 1 million de produits, alors qu'on a peut-être 5-6 000 produits qui sont concernés par le défaut. Avec ces systèmes-là de connectivité maintenant et donc de remontée de data, on peut cibler très clairement quels sont les produits en fait qui ont été en tout cas pollués par le défaut constaté. Donc ça, c'est des gains qui sont extrêmement importants. On parlait tout à l'heure de gains par rapport à l'IoT, qu'est-ce que ça pouvait effectivement rapporter entre guillemets, hein, par rapport à l'investissement dont on le fait. Vous voyez bien donc les gains d'échelle que cela peut faire. Alors de quelle manière vous avez travaillé ensemble, ATS, de quelle manière vous avez répondu à la question posée par Schneider? On va prendre un cas concret, hein, alors qu'on a épuré pour des raisons de confidentialité, vous imaginez bien. Mais on a quand même quelques images, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Donc on est sur un site Schneider en Europe, en Italie, en Italie. Et on a donc, j'ai mis des exemples de 2 postes sur une ligne complète. On a différents postes d'assemblage. Alors, il faut bien comprendre que mon terrain de jeu, le terrain de jeu d'ATS Connect, c'est les machines existantes. Les machines neuves, on les fait avec ATS Solutions, mais sur une machine neuve, le challenge est beaucoup moins important vu qu'on vient avec des composants déjà intelligents, des passerelles qui savent déjà communiquer avec l'informatique et autres. Là, on arrive sur une machine existante, des automates qui ont 10, 15, 20 ans d'ancienneté, et un process qui ne va pas changer, hein, le produit a continué son cycle. Et quand on parlait de durable, c'est aussi d'allonger le cycle de vie des machines. C'est un peu ça aussi le 4.0. Hein. Schneider ne va pas changer toutes ces machines par des neuves demain matin, même si on serait quand même preneur. Mais ils vont quand même modifier et upgrader leur équipement existant, et je suis là pour accompagner cette transformation. Donc on a un process existant, donc bon, c'est juste pour vous montrer le type de poste, pour voir que c'est des postes voilà, ils ont 10 ans, 10-15 ans d'ancienneté, mais qui fonctionnent très bien.
aujourd'hui, le format, c'est qu'on a une machine qui est non connectée au réseau. Alors quand je dis les réseaux, c'est qu'elle est en stand-alone, cette machine. Elle produit, c'est un opérateur qui vient aujourd'hui mettre ses quantités de pièces à produire. Ça produit et à la fin, bah, ok, on a produit combien de pièces bonnes, combien de pièces mauvaises. On peut avoir quelques indicateurs de production, alors pied machine qu'on va remonter, de TRS, de disponibilité, de qualité et autres. Machine existante. Ce que l'on va venir faire, alors ce qu'on fait avec Schneider, c'est qu'il y a une première phase un peu d'audit, de rédaction du cahier des charges, de compréhension du besoin, parce qu'il faut se fixer un objectif quand on vient connecter une machine. Chez Schneider, ils étaient assez simples, il y avait de la traçabilité, Alain en a parlé juste avant, et se préparer à remonter aussi sur d'autres couches au niveau du cloud. Alors au niveau du cloud, on va parler du MES Schneider, de l'ERP, et ensuite d'autres plateformes au sein de Schneider. Et donc ce que l'on a fait au sein de ce projet, donc de la traçabilité, on a remis du capteur sur chacun des postes. On a traité de la donnée du MES pour la faire redescendre jusqu'à la machine et de la donnée machine pour la remonter aussi au MES. Le MES, c'est le Manufacturing Execution System. C'est ici où sont pilotés, c'est le logiciel, l'interface qui pilote la production dans une usine. De l'aide au picking pour les opérateurs. Donc on a profité de faire de l'IoT, on va dire, de remonter de la donnée, de la collecter, pour faire aussi quelques intégrations mécaniques. Donc on intègre un poste laser entre deux postes pour remettre aussi tout cet aspect de traçabilité sur le produit. Et la couche IoT, elle arrive ici finalement. On ne touche pas aux automates existants. L'idée, c'est pas de revenir refaire un programme sur un automate existant. Il n'aura peut-être pas les bons protocoles de communication. Il ne sera pas fait pour communiquer avec l'IT. Donc on vient avec une passerelle qui, elle, va faire le lien entre les données machines, celles existantes et celles que l'on aura créées en ajoutant des capteurs, des scanettes et autres. Et c'est cette passerelle qui est de Schneider. L'avantage de Schneider, c'est que toute la couche, que ce soit IT ou OT avec le matériel, c'est du Schneider, donc les connexions se font quand même assez bien normalement. Et donc cette passerelle, elle va faire le lien avec le MES, avec le RP et d'autres solutions cloud qui vont analyser les données. Et notre rôle dans tout ça, ATS, c'est la totalité, la globalité du projet. Ça veut dire que à l'heure actuelle, on est sur la partie traçabilité, créer les programmes pour remonter les informations de chaque composant. On va aller ensuite sur site pour installer les capteurs, remettre la passerelle IoT, intégrer le poste laser. Et ensuite, on va commencer à tester nos connexions sur les différents systèmes cloud. Donc là, c'est en partenariat avec Schneider qui gère son cloud. On vous pousse la donnée, est-ce que vous la recevez bien? Ok. Eux nous poussent de la donnée côté machine, est-ce qu'on la reçoit? Est-ce qu'on est capable de refaire du pilotage directement sur la ligne? Et alors, c'est un cas d'exemple. On a d'autres sujets avec Schneider qui vont être différents, d'autres objectifs par rapport à la machine. Mais il faut savoir que le point important, c'est que la technologie aujourd'hui, c'est pas le problème. Vous pouvez remonter n'importe quelle donnée avec les capteurs. Il y a une panoplie de capteurs qui existe, qui est incroyable. Les passerelles IoT, c'est la même chose. Ça existe, ça fonctionne. Il y a la cybersécurité, le cloud. On utilise tous le cloud aujourd'hui. Je pense que personne n'a son argent sous son matelas. On a tous une application, puis on va voir si on a de l'argent dessus ou pas, et c'est sur le cloud. Et donc on fait confiance au cloud dans le perso. Je pense qu'il faut faire confiance au cloud aussi dans le professionnel. Alors il y a encore des attaques qui existent, et c'est pour ça que les systèmes sont en train de se fiabiliser de plus en plus. Et donc la techno, elle existe, il faut faire confiance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller se digitaliser. Et ça revient avec les éléments de contexte que j'ai redonnés au début, de ce monde connecté, d'attractivité, de performance et de sustainabilité. Donc, voici un cas concret que l'on fait. Alors, je pourrais en parler pendant longtemps et je préfère favoriser quelques questions, parce que j'imagine que vous allez en avoir. Et donc, voilà un peu le cas typique que l'on fait avec Schneider Electric. Alors le pourquoi vous l'avez fait, et ça c'est à vous de répondre, Alain Rousselot-Payet. Ça, c'est un système qui est en place, qui fonctionne. Quel retour vous en avez? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Qu'est-ce que ça vous a permis d'obtenir, d'améliorer? C'est très clair, c'est que là cet exemple est très parlant. Alors juste pour quand même compléter aussi, si vous permettez, c'est que on a pris l'exemple ici d'une ligne manuelle qui est effectivement avec un âge certain de 10-15 ans et ça fonctionne très bien. Donc on investit là où il y a moyen d'investir en termes de performance aussi par rapport aux besoins clients, etc.
on fait la même chose sur des moyens full automatiques. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des temps, on a des moyens qui fonctionnent avec des temps de cycle en dessous de la seconde. Hein. Donc ça veut dire que ça tape très fort, hein, vous avez compris. Donc on fait la même chose. D'accord. Bon, par contre, là, on est sur des moyens un peu plus technologiques, un peu plus, comment dire, des moyens un peu plus confidentiels. Donc c'est pour ça que je les ai fait retirer de ces photographies pour les présenter aujourd'hui. Sur du poste manuel, il n'y a pas de secret, comment dire, particulier par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est applicable partout et surtout sur les moyens full automatiques aujourd'hui de nos usines. D'accord. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que, bon, ici, nous sommes à Chalon-sur-Saône. Sur la Bourgogne, nous avons 3 sites industriels. Il y en a un qui est à Chalon-sur-Saône, qui est à Champforget exactement, qui possède, lui, des moyens full automatiques, avec en plus des technologies très particulières. On en a un à Mâcon, qui est plutôt dans la configuration de la ligne que vous avez vue tout à l'heure, c'est plutôt manuel, parce que c'est du gros matériel. Et puis, on en a un aussi également à Dijon, que vous connaissez très bien, qui est lui plutôt aussi en full automatique, qui ressemble, mais qui est même encore plus automatisé que celui de Chalon. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au niveau déjà de la configuration des moyens industriels, on arrose vraiment toute la panoplie. Voilà. Ensuite, pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez aujourd'hui toute une remontée de data qu'on va pouvoir exploiter dans les 3 grandes zones que je vous ai expliquées en termes, tout à l'heure je parlais de sustainability, donc comment dire, de développement durable, parce qu'on suit nos consommations aussi électriques. Nous suivons nos consommations, par exemple, sur beaucoup de lignes. Je sais que vous avez un partenaire ici qu'on connaît bien aussi, nous, qui est Festo, par exemple, pour ne pas le citer, qui fait du pneumatique. Donc on va essayer de tester, par exemple, sur ces lignes-là, toutes les fuites d'air, en partenariat avec, par exemple, des acteurs comme Festo qui nous vend des capteurs, ou en tout cas ce genre d'actionneurs que l'on peut voir sur des lignes. Et donc du coup, on va remonter cette data pour optimiser, par exemple. Tout à l'heure, je parlais de performance. Là aussi, vous avez compris que tout sur l'ensemble de ces postes, on voit tout de suite les performances là où il y a des problèmes ou pas. Et donc, on voit tout de suite et on peut interagir tout de suite par rapport à ces problématiques-là. Et bien sûr, la problématique qualité que je vous ai indiqué tout à l'heure, là aussi, vous voyez, aussi bien, encore une fois, plus sur du manuel que sur du full auto. Ce qui est très important, c'est effectivement ces couches-là qui ont été indiquées par Jordan. Le MES vous a indiqué ce que c'était, donc c'est forcément donc, le fameux, sans parler du terme angliciste, mais du logiciel de gestion de production, en fait. Hein. Et donc ça, c'est commun à l'ensemble des sites de Schneider. On a d'ailleurs une appellation plus particulière chez nous qu'on appelle le PMS pour se différencier du MES, qui est lui général, et nous le PMS est vraiment ce qui identifie Schneider et ce qui est le point commun de toutes les usines de Schneider, partout en Europe et même demain partout au monde. D'accord? Ensuite, toutes ces datas collectées dans tous les périmètres que je vous ai indiqués remontent dans les ERP, donc ERP et les SAP, etc., que vous connaissez également. Et ensuite, effectivement, on gère ça aussi, comme l'a dit tout à l'heure Jordan, maintenant via le cloud. Alors, bien sûr, on a un service chez nous qui s'appelle l'IT Schneider, donc tout ce qui est forcément le numérique, la gestion de tout ça, avec des problématiques de cybersécurité qui sont quand même extrêmement poussées, parce que sinon, vous comprenez bien qu'on serait attaquable partout en Europe et partout dans le monde si on n'avait pas ces couches-là qui existaient. Mais là, on est à l'échelle quand même du groupe industriel, qui est quand même un groupe, on peut rappeler un groupe du CAC 40 quand même. Donc il y a quand même quelques enjeux aussi pour l'ensemble de l'entreprise de pouvoir investir dans ce domaine-là. Et maintenant, pour répondre plus concrètement encore à votre question, c'est que on a des usines. Je parlais des 3 usines qu'on a par exemple en Bourgogne. L'usine de Chalon-sur-Saône, par exemple, elle produit dans un même cluster que d'autres usines sur des produits qui sont similaires. Donc on peut gérer la production des usines. C'est-à-dire que si Chalon produit aujourd'hui, par exemple, un sous-ensemble lié à un même produit, on a un autre site, sans dévoiler des secrets, mais il existe parce que tous les salariés de l'usine de Chalon le connaissent très bien. On a un autre site en Espagne, par exemple, qui fabrique à peu près des produits similaires. Et d'ailleurs, ils s'interchangent des sous-ensembles entre eux. Donc on peut réguler entre les usines ce qui est produit au jour le jour. Et donner l'ordre à l'autre usine, par exemple, de dire, il y a un problème de panne sur le poste de cette ligne-là, et de donner à l'autre usine l'ordre, ou en tout cas l'information qu'il va peut-être falloir qu'elle produise plus, parce que du coup, son usine partenaire, elle, a un problème de défaut. Voilà l'exemple d'interactivité, de connectivité que l'on peut avoir au niveau de nos sites industriels. Voilà. Et donc, je le dis ici entre Chalon et l'Espagne, mais on a des usines
qui sont dans d'autres clusters industriels, qui peuvent s'échanger les mêmes données, et ça on peut l'imaginer après à travers le monde. Double question que ça m'inspire, c'est est-ce que du coup cette installation-là, vous allez la généraliser à l'ensemble de vos chaînes de production manuelles en Europe? Et d'autre part, est-ce qu'on peut imaginer que demain, ce que vous nous racontez là, débouche sur des machines qui se parlent entre elles? Ah ben elles se parlent déjà entre elles, Ouais. oui. C'est bien ça. Aujourd'hui, on développe ça partout dans nos usines et partout dans le monde. D'accord? Et les usines, et bien, effectivement, les lignes de fabrication, pour pouvoir avoir ce niveau de couche qui a été expliqué, elles se parlent entre elles. Et par exemple, parce que bon, on est quand même en phase de montée en puissance, il faut être clair, ça ne se fait pas 70 usines, vous comprenez bien qu'il y a quand même plusieurs lignes de fabrication dans une usine et d'assemblage. Vous comprenez bien que ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil et qu'il y a quand même un programme qui est établi sur plusieurs années pour passer l'ensemble des lignes avec des priorités d'ailleurs par site pour pouvoir passer ces lignes en mode 4.0 en tout cas sur ce mode-là comme on vient de l'identifier. Voilà. Donc oui, elles se parlent, toutes les lignes se parlent entre elles. Il y a un site j'allais dire expert chez nous qui est entre autres en Europe qui est à Grenoble, pour être très clair. J'y étais la semaine dernière, sur un écran, je voyais toutes les productions de tous les sites industriels européens, ligne à ligne. Je peux voir par exemple la ligne de Chalon fabriquer un sous-ensemble particulier et voir où on en était au niveau des cadences, au niveau de la non-qualité des produits, voilà, toutes les interruptions, etc. Et je voyais la même chose, par exemple, sur le site espagnol, alors que j'étais à Grenoble. Voilà. Donc tout ça, ça existe, c'est du concret. Et tout à l'heure, il y avait la question sur le gadget, c'est pas un gadget, vous l'avez compris là, c'est pas un gadget, donc excusez-moi de répondre à la question, peut-être en c'est une question fil rouge de la journée. mais c'est pas un gadget, c'est pas un gadget, il y a une vraie réalité derrière, une vraie performance derrière, et surtout une utilisation, vous avez compris, qui est extrêmement importante dans les enjeux qui suivent pour nos entreprises et pour un groupe comme celui qui est Schneider. Jordan Lecas, alors là on a l'exemple sur un groupe industriel mondial. On peut imaginer des systèmes équivalents dans une PMI, dans une PME. C'est pas uniquement des installations réservées à des groupes qui en ont les moyens. Ça ne s'adresse pas à une élite ou à des grands groupes. On le fait, alors on l'a fait même localement. Alors j'aurais pu aussi l'inviter aujourd'hui, mais à Blanzy, à l'entreprise Sobag, qui fait les big bags industriels. Et dans la même démarche, alors à plus petite échelle, évidemment, on est plus allé connecter l'opérateur, vu qu'il a des machines à coudre, il n'a pas des machines de production, vu qu'il fait des big bags. Donc on a apporté beaucoup d'informations à l'opérateur sur les ordres de fabrication, des tutoriels, parce qu'il y a différentes références, et selon les références, il y a simple couture, double couture, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a connecté plus l'opérateur avec l'IT, où avant il allait le matin imprimer son OF, il avait du papier, donc il y a aussi un objectif zéro papier dans cette démarche-là. Et ça s'adresse à tout le monde. Alors les budgets vont être différents, vu qu'on n'est pas à la même échelle, on n'est pas forcément après sur des couches cloud, on peut travailler aussi en local, ça fonctionne très bien. Donc ça s'applique à tout le monde, c'est juste que la démarche, elle est à peu près la même, c'est juste à la fin l'envergure du projet qui sera différente, mais la démarche de je fais un audit, je définis des objectifs de performance, de réduction de mes temps de maintenance par exemple, enfin, il y en a plein. Je fais une installation via d'une passerelle, je mets du capteur, je collecte de la donnée, je la stocke et je l'analyse. Et sur la couche analyse, c'est là où on peut aller très loin avec aujourd'hui avec le cloud, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut avoir des machines de calcul super puissantes qui vont traiter notre donnée à distance. Et on en parlait tout à l'heure avec du machine learning, de la maintenance prédictive, de l'analyse vibratoire. Il y a différentes briques dans cette technologie intelligence artificielle, mais on est capable d'aller très loin ensuite sur le traitement de la donnée. Il faut juste à un moment calculer quel ROI on va avoir derrière tout ça. C'est très dur à calculer un ROI sur des systèmes comme ça. On sait qu'on doit le faire, on est obligé parce qu'il faut être attractif, performant, durable. Le ROI, on le retrouve quand même rapidement parce qu'on apporte déjà les bons outils aux opérateurs, que ce soit de la production, de la maintenance, des personnes de qualité, parce qu'ils vont avoir de la donnée, ils vont pouvoir analyser. Là où souvent, alors c'est pas le cas avec Schneider, mais j'ai d'autres industriels où il y a presque zéro donnée sur la machine.
Et du coup, ils ne savent pas si elle produit bien, si elle est à 100% de ses capacités, 50, 30. Et la première étape, c'est de mesurer avant de mettre ensuite quelques actions d'amélioration. C'est là où on est capable de remettre, là on a mis un poste laser, ça pourrait être du contrôle caméra en fin de ligne pour faire des qualités, ça peut être de la robotique, de la cobotique à réintégrer sur le poste pour accompagner l'opérateur. C'est d'ailleurs la finalité là, du projet avec Sobag, on a mis un cobo en fin de ligne pour accompagner l'opérateur sur l'appréhension des sacs, pour les mettre dans la presse, enfin, je passe les détails, mais le projet permet ensuite de mesurer et d'identifier comment je peux améliorer ma production et ma performance. Oui, c'est la notion de brique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça, une brique qui peut déboucher sur la mise en place d'autres. Dans le 4.0, il y a X piliers, X briques technologiques. Notre rôle, c'est un peu d'être chef d'orchestre et de sélectionner une brique avec Festo, une brique avec Schneider, une brique avec un fournisseur de capteurs, une brique avec un fournisseur de plateforme IoT, et de mettre en musique tout le monde pour qu'à la fin, ça fonctionne. Chez Schneider, on a bien compris tout l'enjeu en termes de pilotage de vos lignes, en termes de qualité, de traçabilité, de suivi. Vous êtes allé loin, pour ce que vous pouvez nous en dire en termes par rapport à la confidentialité, vous êtes allé loin dans l'analyse des données, le traitement et éventuellement injection d'un peu d'intelligence artificielle dans le truc pour améliorer ensuite les process. Oui, complètement. Le traitement, tout est centralisé aujourd'hui. Toute cette data qu'on récupère sur nos lignes de fabrication est analysée. Elle est globalisée, elle est mutualisée entre sites. Tout à l'heure, je vous parlais de certains sites qui pourraient avoir des lignes de fabrication assez similaires. Et donc, quand il y a un point de faiblesse sur une ligne, ça donne aussi l'information à l'autre, notamment sur une pièce d'usure pour la maintenance, par exemple. Voilà. Donc, on va très très loin. Parce qu'on a aussi, alors, il est vrai aussi qu'on a aussi des équipes qui sont là pour centraliser ces documents, pour les analyser, notamment au niveau maintenance, etc. C'est une nouvelle façon de faire la maintenance aussi. Hein. C'est pas que comment vous dire, celui qui fait, on voit souvent les ateliers de maintenance avec, vous savez, quelles sont ma roulette Facom ou autre d'ailleurs, avec qui va sur les lignes, etc. C'est une autre façon de faire la maintenance, c'est des nouveaux métiers aussi, on parlait de nouveaux métiers tout à l'heure, ce sont aussi de nouveaux métiers. C'est comment on analyse, on interprète les données, mais appliquées par exemple au sujet de la maintenance. C'est vrai au niveau du sujet de la qualité, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de qualité pour les produits finaux, qualité client finale du produit, c'est la même chose. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, tout ça c'est analysé concrètement et que ça sert à ça, parce que sinon on ne capterait pas toute cette data si on ne faisait pas cette analyse derrière. Et quand vous parlez de nouveaux métiers, ce sont des compétences upgradées dans l'entreprise ou ce sont des recrutements de spécialistes du sujet? Bon, il y a les deux. Il y a à la fois, comme le disait Jordan, aujourd'hui des nouveaux métiers, effectivement, sur la data, l'analyse de data, etc., mais ciblés par métier quand même. Sur lequel il y a effectivement des nouveaux recrutements, il y a une nouvelle formation qui existe aujourd'hui. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en existe, il suffit d'aller chercher un petit peu, il y en existe un peu partout, en France d'ailleurs, et ailleurs. Et puis, il y a simplement nos propres personnels qui, même s'ils étaient sur un métier, je parlais tout à l'heure de l'exemple du technicien avec sa caisse à outils qui le fait rouler pour aller dépanner un équipement. C'est un peu caricatural ce que je dis là, bien évidemment, mais ils évoluent aussi vers ceux qui restent à faire les deux. D'accord, parce qu'il faut quand même aller de temps en temps quand même dans l'équipement pour aller le régler ou pour aller modifier ou changer les pièces, c'est clair, mais ils savent faire les deux. Donc c'est une évolution aussi de carrière, mais il y a beaucoup de formations pour ça auprès de nos collaborateurs pour qu'on puisse aller, que tout le monde se mette en tout cas dans cet état d'esprit, quoi. Ce nouvel état d'esprit de la connectivité et de l'industrie 4.0. Ça, Jordan, c'est important de le souligner. Pour une entreprise, même une PMI, c'est une réorganisation, un nouveau management, de la formation, de la montée en compétences. Il n'y a pas d'IoT sans tout ce qui va avec en termes d'humain. Alors c'est exactement ça, parce que chaque révolution industrielle, là c'est la quatrième, industrie 4.0, mais chaque révolution industrielle, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a du nouveau vocabulaire qui arrive dans le dictionnaire français, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent à chaque fois. Il y a eu des roboticiens quand la robotique est arrivée, il n'y avait pas de roboticiens avant. Il y a eu les informaticiens, et aujourd'hui on est sur des métiers qui vont traiter des personnes qui vont traiter de la data, gérer de la cybersécurité, de la gestion d'attaques, des choses comme ça. Et alors ça peut être en interne parce que, comme disait Alain, c'est pas un informaticien qui va aller sur la machine pour la régler une fois qu'on aura identifié le problème. Donc c'est souvent les personnes de maintenance, de production qui vont aussi se transformer parce que ils vont traiter de la data, ils vont devoir interagir avec la data, pas forcément l'analyser, mais la comprendre et en faire une interprétation. Et la personne de la maintenance,
fait, on lui apporte les bons outils parce que ça se fait de plus en plus rare. Le technicien de maintenance qui, au bruit de la machine, va savoir où est-ce qu'il y a un souci. Aujourd'hui, il a une tablette et il a ses postes et bah, il y a une fuite d'air. Là, on a un blocage au niveau de l'actionneur, etc. Et donc, on apporte les bons outils pour être efficace aussi et être performant. Donc, ça marche pour un Schneider, mais ça marche même pour un ATS. On s'est transformé, hein, je vous l'ai dit, 2 nouvelles sociétés dans le groupe. Et donc des nouveaux métiers que l'on recrute, qu'on a formés, des personnes qui étaient chez nous depuis 30 ans, plus sur la partie automatisme, qui ont basculé au niveau de la data et qui travaillent maintenant, par exemple, sur ces sujets-là. Et donc ça concerne tout le monde, pas forcément grand groupe, petite boîte, c'est vraiment universel. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette très Merci riche à vous. présentation. Avez-vous des questions pour nos 2 intervenants? Oui, allez-y, monsieur. Une question concernant les indicateurs de performance. Quand vous arrivez sur une installation, je pense que le patron, la direction souhaite savoir où est-ce que vous souhaitez vous diriger, enfin, quelles sont les préconisations. Est-ce que vous avez une cartographie des performances, des indicateurs à regarder en priorité? Oui, bien sûr. On parle d'énergie, enfin, je pense. Ah ben, il n'y a pas que l'énergie. Il y a, Non, mais, voilà, il y a les CNQ, il y a les conditions de qualité d'une ligne, effectivement, il y a beaucoup de KPI qui sont définis. D'ailleurs, c'est pour ça, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on parle de MES. Le MES, c'est ça. Hein. Et puis je rappelle que le MES, c'est le logiciel de production, c'est le logiciel de pilotage de la production. Ça, c'est un terme générique qui vous dit que ça existe dans l'industrie, mais après, chaque entreprise va définir son niveau de MES. Je vous indiquais tout à l'heure pour Schneider, il s'appelle PMS, pour bien l'identifier à Schneider. Et s'il s'appelle PMS pour bien l'identifier à Schneider, c'est qu'il correspond effectivement à un protocole de KPI à suivre pour chaque ligne de production chez Schneider. D'accord ? Quel est le ratio de gain de performance financière, gain financier par rapport aux investissements consentis sur l'ensemble de ces transformations aujourd'hui? Alors, la question est compliquée à répondre. Ouais, j'ai 70 usines, dans les usines, j'ai X lignes de fabrication et on a des cas qui sont différents. Après, un terme a été... après, je pense qu'il y a des aspects qualitatifs. Je vais peut-être préciser ma question. Entre la maintenance, la performance des lignes du rendement et des opérateurs, et puis la sustainabilité dont vous avez parlé, si on hiérarchise les gains, quelle est la hiérarchie, quel est le montant des gains qu'on réalise? Alors, c'est difficile de hiérarchiser les gains. En production, c'est mesurable. En temps de production et en temps de cycle Oui, aussi. voilà. En coût de main-d'œuvre également. Donc là, je pense qu'on est sur des données objectives. Ouais, alors après, nous, on parle en ROI. Hein. D'accord ? Oui, c'est ce qu'a dit. Voilà, on est d'accord. C'est ce qu'a expliqué Jordan tout à l'heure. Donc, généralement, nous, les ROI, c'est c'est pas plus de 24 mois. Voilà. Pour vous dire. Donc, un ROI de 24 mois. Alors, ce que je vous dis là, c'est une moyenne. On est d'accord, ça peut être des fois un peu moins, plus selon les équipements. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de répondre. Sur l'ensemble du groupe, on a quand même quelques différences, parce que vous avez compris qu'on n'a pas les mêmes lignes de fabrication aussi. Hein. Quand on est sur des lignes de fabrication à 2 secondes de temps de cycle, et quand on est sur des lignes semi-manuelles, comme on a vu tout à l'heure, voire manuelles, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux aussi en termes d'investissement, et donc de retour sur investissement. D'accord ? Voilà, mais grosso modo, on raisonne en ça par rapport par exemple, à la performance de production, TRS, etc., productivité. Après, sur les enjeux de sustainability, il y a aussi des KPI qui sont suivis, parce que je vous parlais tout à l'heure des puissances de consommation des usines. Vous allez dans une usine de Schneider, sur les écrans, vous avez au jour le jour, instantanément, la puissance électrique qui est consommée et qui est affichée. En plus, on est en plein dedans en ce moment, hein. Non seulement pour l'industrie, mais bien ailleurs. Voilà. Donc, et ça, on n'a pas attendu qu'on nous dise aujourd'hui baisser vos consommations, hein, d'accord, hein. Ça, on le fait depuis maintenant des mois et voire même maintenant quelques années, d'accord. On est sur le peu de revient. Et donc là, on est sur... Voilà, et donc là, quand vous parlez de performance, par exemple, bon, on dire, on consomme moins, et donc on fait des gains, si vous voulez, de dépenses, hein, par rapport à nos sites, ne serait-ce par rapport à l'énergie. Voilà. Et après, sur l'aspect qualité, alors là, c'est plus difficile la qualité, parce que vous savez comme moi que c'est difficile de mettre un ROI sur la qualité. Et la qualité, c'est d'abord, une des premières causes, c'est d'ailleurs rendre le client satisfait, c'est la satisfaction client, et ça n'a pas de prix généralement. Alors après, quand je dis ça n'a pas de prix, voilà, il faut quand même aussi y mettre quelques bémols. Mais voilà, donc là, c'est difficile à vous donner des ratios de performance très clairs. Ce qui compte, c'est la satisfaction client. D'ailleurs, c'est si vous allez chez Schneider Electric, c'est une des valeurs qu'on affiche. Il n'y a pas que celle-ci, au niveau de nos collaborateurs, de nos clients, etc. Mais c'est une valeur qu'on affiche pour être, comme beaucoup d'entreprises, hein, on ne va pas non plus
raconter des histoires par rapport à cela, mais c'est la satisfaction de nos clients, donc c'est les problèmes qualité, etc. Et donc du coup, là, on investit aussi un paquet. Et donc du coup, toute cette data, parce que ce qu'expliquait Jordan, c'est qu'au bout du compte, quand on fait une transformation de ligne comme celle-ci, on vient, ce que fait Jordan et son équipe, c'est d'abord déjà de s'assurer de toute cette connectivité au niveau des différentes couches, avec des programmations sur nos automates programmables existants ou des fois en rajouter. Et puis des fois après, il y a des interactions, on vient, il y a deux volets, hein, c'est ce qui était aussi expliqué tout à l'heure, sur les aspects mécaniques. C'est-à-dire intervention mécanique, modifier la ligne physiquement, avec des nouveaux capteurs, etc. Et donc ça ouvre vers des nouveaux métiers. Dans le groupe de Jordan ATS, si je peux me permettre, je ne vais pas faire avant l'ATS, mais voilà, il y avait notre premier partenaire avec ATS, c'est ATS Solutions, qui est un fabricant de machines, et qui est un de nos partenaires, d'accord? Et donc ATS Solutions, eux par contre, ils construisent des moyens physiques, ils sont capables de venir modifier en mettant des capteurs nouveaux, on parlait de vision, on parlait d'intégration, etc. C'est leur boulot. Le boulot de Jordan dans ATS, lui, c'est de s'occuper vraiment de la partie connectivité, des programmes, et toute la partie logicielle, hein, si on peut résumer de son intervention. Le processus d'appropriation par les équipes, toutes ces transformations, gérées de quelle manière dans le projet et en dehors du projet? Alors, bon, écoutez, l'appropriation aujourd'hui... Ça introduit forcément des modifications dans les pratiques opérationnelles et dans les représentations que font aussi bien le management que les équipes de projet. Bien sûr, de toute façon, il y a un accompagnement et un support de formation qui est fait à l'ensemble de nos lignes, à l'ensemble de nos collaborateurs de production en l'occurrence, et de toutes les fonctions d'ailleurs, liées à la production. On parlait de ceux qui produisent, ceux qui s'occupent de la qualité, ceux qui s'occupent de la maintenance, et ceux aussi qui font de la gestion industrielle, les approvisionnements sur ligne, d'accord, pour les principales fonctions, ok, de production. Voilà. Donc ça implique effectivement des notions nouvelles, si vous voulez, de formation, de support, d'accompagnement, etc., à appliquer à l'ensemble des équipes. Mais il y a quand même une chose qui est très 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 importante, c'est que quand on monte de la data comme ça, vous avez vu que c'est instantané tout ça. Alors on ne va pas non plus aller voir toutes les secondes la data remontée, hein. On voit des écrans dans les usines, on affiche des KPI, on affiche des performances en détail, etc. Mais on ne va pas intervenir toutes les secondes quand même. Sinon, autrement, on va s'en rendre malade, excusez-moi le terme. On va rendre les collaborateurs un peu fous, quoi. Hein. Voilà. Par contre, vous savez aussi qu'on parlait de management, il y a aussi une évolution en termes de management il y a ces dernières années, ce qu'on appelle les AIC, c'est les animations intervalles courts, où on réunit les collaborateurs dans un atelier, par exemple, en moitié du poste. D'ailleurs, il y a des espaces, c'est ce qui se passe d'ailleurs chez Schneider Electric, il y a des espaces d'animation intervalles courts, où on vient faire revenir les opérateurs, ils lâchent la machine. Hein. Alors un peu un tour de rôle, parce que bon, il faut quand même que les équipements continuent à continuer à produire, pardon. Mais du coup, on vient discuter des KPI en temps réel. Voilà. Donc ça n'existe pas d'aujourd'hui. Ça existait, mais avec des données qu'on avait beaucoup plus, de la veille, par exemple. Là, on peut maintenant réunir et manager nos équipes en instantané dans l'atelier avec des vraies données au jour le jour et quasiment à l'instant T. Voilà. Donc ça fait partie aussi des supports et de l'appropriation, comme vous venez de l'indiquer tout de suite, par rapport à votre question. Et pour compléter, pour finir la réponse à la question, en amont sur le projet, parce que là c'est plus une fois que ça fonctionne, qu'on a les KPI, en amont sur le projet, avant de signer le projet ou quoi, on est allé sur le site de production et on a échangé avec les équipes qui sont au quotidien avec cette machine. Nous on ne la connaissait pas, on avait un cahier des charges, et c'est là que c'est souvent l'opérateur qui est au quotidien dessus qui va nous dire les points d'amélioration, parce qu'il va savoir ce qui l'embête, ce qui l'empêche de bien produire, ce qui pourrait être amélioré. Et donc c'est un échange, et c'est ça cette phase d'audit au fait, où on vient comprendre le besoin concret avec les équipes, le management, on rencontre un peu tout le monde dans l'entreprise. Et pour que ça fonctionne, un projet comme celui-ci, il faut que les deux parties soient impliquées. Alors les deux parties, c'est la production et l'informatique. Parce qu'à un moment, il va falloir communiquer, il va falloir échanger ensemble. Si c'est un projet qui est porté que par l'IT, quand vous allez débarquer sur la ligne avec vos capteurs, vos indicateurs, tout ça, ils vont avoir l'impression que c'est la police qui arrive et ça y est, on est fliqué, on va regarder combien on produit, si on produit bien ou pas. C'est pour ça qu'il faut impliquer les deux départements qui souvent n'ont pas les mêmes langages, parce qu'on parle IT en haut et en bas, on parle plus automatisme et production. Et c'est là aussi où, alors avec Schneider, ils se parlent plutôt bien,
Mais d'autres industriels où ça parle, ça communique moins bien, on vient un peu en traducteur pour que l'OT comprenne ce que l'IT veut et que l'IT comprenne ce que l'OT veut. Donc c'est vraiment un projet d'entreprise. Et le dernier point que je finis là-dessus, c'est que ça doit être porté par la direction. Ça ne peut pas être juste un sujet où on dit on va demander au responsable maintenance d'aller faire du 4.0 sur sa machine. On lui dit tiens, tu as un budget, fais du 4.0. Et je commence par quoi? Il va faire un petit proto sur la ligne, quelque chose. Et au final, ça ne va jamais aller plus loin, ça ne va pas se déployer parce que ça ne sera pas sa priorité. Il est responsable maintenance avant tout. Et j'ai un cas d'aujourd'hui là, où j'ai le responsable maintenance en face et j'essaye de lui dire mais donne-moi les contacts et on va aller porter le projet plus haut parce que tu n'arriveras pas à t'en sortir, tu n'as pas le temps et ça ne va pas avancer. Donc il faut que ça soit un projet d'entreprise porté par la direction et c'est un vrai sujet stratégique aujourd'hui. Encore une question? Par rapport à la donnée, c'est multiplié par combien pour ajouter 70 usines connectées comme ça? J'imagine qu'il y a beaucoup plus de données qu'auparavant. Et comment vous la gérez aujourd'hui? Et sur combien de temps vous gardez les informations? Alors, comme je disais, effectivement, il y a beaucoup d'informations qui sont gérées. Alors après, il y a 70 usines, et 70 usines ne sont pas tous dans les mêmes secteurs de fabrication. On est organisé par cluster industriel. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a ce qu'on appelle les lignes of business, les LOB. Donc c'est des lignes de produits en fait, et donc chaque usine rentre dans une ligne de produits. Donc chaque entité va gérer, c'est-à-dire que dans une ligne of business, il va y avoir peut-être 10 ou 15 usines maximum, quoi, d'accord? Voilà, donc déjà ça réduit déjà quand même le périmètre pour traiter et analyser les datas, d'accord? Et donc là on a des équipes par log of business qui sont capables de traiter ces datas et de gérer ces données qui est remontée, ok? Et l'autre partie de votre question, excusez-moi, quelle durée vous conservez? Ah ok, alors là je suis un petit peu plus... Ouais, alors je suis pas l'expert, moi je suis que l'acheteur, vous avez compris. Je suis pas un expert, même si je connais bien, j'étais aussi producteur quand même, avant d'être dans ces métiers-là, en tant qu'ingénieur, mais si vous voulez, je sais pas, mais on peut la garder, je sais pas trop répondre à la question, mais on peut la garder en tout cas pendant une certaine durée. Après c'est plus pour des problèmes de stockage, voilà. Je ne saurais pas vous donner, mais on peut la garder en tout cas sur une certaine, sur une certaine durée, parce que derrière cette data, effectivement, il y a un volet, je vous parlais tout à l'heure de la partie qualité et traçabilité de nos produits, donc vous comprenez bien que ce n'est pas pour la garder pendant 6 mois, quoi, parce que quand on produit, qu'on stocke, et ensuite que ça va, alors, juste pour vous donner un peu le schéma logistique, là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nos usines produisent, alors ça dépend des activités, des clusters, comme je l'ai dit tout de suite. L'usine de Chalon, par exemple, elle produit, elle envoie ses produits vers un centre de distribution, d'accord? Donc qui est soit basé à Lyon, à l'île d'Abo, soit basé à Évreux, donc dans l'Eure-et-Loire. Donc voilà, donc dans l'Eure, pardon. Et donc du coup, voilà, et donc du coup ces produits sont stockés dans ces centres de distribution, puis après ils sont diffusés aux clients, via en plus des distributeurs. On pourrait y nommer... L'industrie électrique a 2 gros distributeurs en France qui sont Rexel et Sonepar. Voilà. Donc du coup tout ça, ça prend du temps dans la chaîne logistique, donc on est bien obligé de garder effectivement ces données pendant un laps de temps relativement important. Vous dire exactement combien, je ne sais pas vous donner la réponse. Donc ça c'est pas mon rayon comme on dit. Voilà, mais oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, excusez-moi, mais vous parlez de protection vis-à-vis du personnel, enfin la sécurité du personnel, donc la protection doit être très longue. Si vous avez un accident qui arrive à un moment donné, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. donc la donnée doit être préservée. Oui, je ne sais pas vous dire si c'est en 3 ans, 5 ans, 6 ans ou 10 ans. Voilà. Je vais être clair avec vous, mais elle n'est pas de 6 mois, ça c'est sûr et certain. Dans l'automobile, c'est durée de vie du véhicule. Oui, Vous devez au moins avoir cette information, sinon vous ne saurez pas Alors c'est pareil, vérifier la qualité. c'est difficile de vous répondre parce qu'on a des lignes de produits, des produits qui sont très différents. Je prends que l'exemple, j'ai 70 sites en Europe, je prends l'exemple de, parce qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté, plus exactement ici quand même, prends les 3 sites, c'est 3 productions différentes. Celles de Chalon et de Dijon sont à peu près similaires sur la durée de vie des produits. Ça peut être du 5 ans, 10 ans, voilà, en fonction il y a quand même des modifications. Et vous avez sur celle de Mâcon par exemple, où c'est plutôt du gros matériel, on peut aller sur des durées de vie de 20 ans, quoi. Voilà.
Alors sur Dijon d'ailleurs, il y a une production, il y a pas, je pense à une seule production que vous connaissez qui est très automatisée, il y en a une autre aussi. Il n'y a rien de secret, hein, vous savez qu'on a aussi des produits, on fait ce qu'on appelle toutes les canalisations électriques là, que vous voyez en hauteur, aussi des ateliers de production, des ateliers de warehousing, etc. Qu'on appelle les busware. Bon, ça, c'est des productions qui peuvent durer 20 ans, 25 ans. Quoi. Donc, donc après, c'est pour ça que je ne sais pas vous donner exactement les durées. Bon, il faudra peut-être que je vous donne une durée moyenne, mais je n'ai pas ça en tête. Et simplement, peut-être qu'ajouter quand même, si vous me permettez, 2 secondes, puisque vous parliez, je reprends ce que vous disiez, du coup. Vous parliez des PME et des TPE, puisque, effectivement, sachez quand même qu'à d'autres échelles, on est bien d'accord, mais que les PME et les TPE sont logés à la même enseigne. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a certaines PME et TPE qui sont nos fournisseurs, et que nous demandons d'avoir les mêmes données. Et donc, je le dis aussi, s'il y a des représentants de PME et de TPE ici dans la salle, c'est que c'est quelque chose de très important, il faut y penser. Alors, peut-être pas au même niveau qu'une entreprise comme Schneider Electric, mais en tout cas, ce sont nos exigences. Que d'ailleurs, ces mêmes entreprises auront les mêmes exigences en termes de sustainability, développement durable, etc. Donc ça, il faut ici y penser. Voilà. Donc je le dis parce que peut-être pas à la même échelle, mais en tout cas, c'est un vrai sujet, vrai pour tout le monde. C'est une chaîne, la chaîne industrielle, elle est construite comme ceci, hein, donc à un moment donné, c'est un équilibre. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage tout à fait intéressant. Merci, on peut vous applaudir.